Bonsoir à tous. Et soudain, le mot peuple est apparu dans la campagne. Jusqu'ici, on parlait crise, déficit, chômage, éventuellement valeur. Les projets de référendum s'accumulent et nous sommes tous curieux de reprendre la parole. Rassurez-vous, ce sera les 22 avril et 6 mai prochains. Peuple n'est donc pas un gros mot et nous allons en débattre en direct dans une actualité politique et polémique par ailleurs très chargée. Voici nos invités. Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, par ailleurs délégué général de l'UMP en charge du projet. Julien Drey, député socialiste de l'Essonne, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Dans l'équipe de François Hollande, vous supervisez la mobilisation citoyenne. Clémentine Autain, porte-parole du Front de gauche, dont le candidat est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Benamias, vice-président du MoDem et député européen. Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne et porte-parole de Marine Le Pen. Et enfin, notre confrère Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du magazine Valeurs Actuelles. Une émission que vous pouvez suivre sur Internet en streaming, sur notre site francetv.fr 2012 et par ailleurs commenter sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, cette polémique qui a dû surprendre beaucoup de Français, quelle que soit leur confession. Depuis hier, et à l'initiative de Marine Le Pen, on ne parle plus que de viande halal. Pour être franc, je ne m'attendais pas à vous interroger là-dessus dans une campagne présidentielle. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous réagissez pour la première fois. Est-il vrai, oui ou non, que toutes les bêtes abattues en Île-de-France le sont selon le rite musulman ? Non. C'est faux, comme tous les propos qu'a tenus Marine Le Pen sur ce sujet, pour m'en tenir à deux propos qui sont deux mensonges grossiers. Le premier, Marine Le Pen a indiqué que 100% des abattoirs d'Île-de-France étaient des abattoirs halal. Il y a en tout et pour tout 5 abattoirs en Île-de-France. 4 font de la viande halal, pour des tonnages d'ailleurs extraordinairement réduits, je tiens à le dire. Le 5e n'abat que des cochons. Sauf à ce qu'il y ait des cochons halal, je ne crois pas qu'il rentre dans la catégorie de Mme Le Pen. Deuxième mensonge grossier. Mme Le Pen nous indique que 100% de la viande consommée en Île-de-France serait de la viande halal. C'est faux. Totalement distribuée, pour être très précis. Ou distribuée, 220 000 tonnes de viande sont consommées chaque année en Île-de-France et viennent très majoritairement à 95% d'abattoirs de province. Donc ce sont deux mensonges grossiers qui ont été proférés par Marine Le Pen. On se demande aussi pourquoi, à ce moment de la campagne, Mme Le Pen, qui semble connaître des difficultés, se remet à stigmatiser les uns ou les autres et à rentrer dans la logique du bouc émissaire. Je voudrais dire également ce que j'ai regardé... Monsieur le ministre, il y a une des questions, c'est que se passe-t-il dans les 3 abattoirs qui restent, puisque vous venez d'en citer 2, où justement, ou par définition, surtout concernant l'un d'entre eux, ces abattages rituels n'ont pas lieu. Il y a eu effectivement, il y a eu des abus. Il y a eu des dérives dans l'abattage rituel, mais je n'ai pas attendu Mme Le Pen pour constater qu'il y avait des dérives et qu'il y avait des abus. Elles m'ont été signalées notamment par des associations de défense des droits des animaux qui m'ont alerté, images à l'appui, sur un certain nombre de dérives dans ces abattages rituels. Donc nous avons fait depuis 1 an tout un travail de consultation avec toutes les communautés religieuses concernées, avec les responsables de la viande en France pour essayer de trouver des règles qui soient les mieux adaptées. Et nous avons adopté un décret, il y a quelques jours, qui sera applicable à partir du 1er juillet, qui va remettre effectivement davantage d'ordre dans l'abattage rituel en France, avec un régime d'autorisation préalable, avec une formation des sacrificateurs et des contrôles sanitaires plus stricts, et avec en 3e lieu l'obligation d'avoir un bon de commande pour pouvoir abattre de manière rituelle, ce qui garantira la traçabilité totale des animaux et de la viande halal, et ce qui permettra au consommateur de savoir ce qu'il a dans son assiette. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs, définitivement et très clairement, sauront ce qu'ils achètent ? Parce que le problème, c'est qu'à contrario, pour l'instant, il est clair que beaucoup d'entre eux peuvent acheter de la viande halal sans le savoir. Oui, il y en a à qui ça ne pose aucun problème et d'autres qui n'en ont pas envie pour toutes sortes de raisons. Vous avez raison, El Kavi, et je comprends parfaitement que les consommateurs veuillent être informés, sachent comment les bêtes ont été abattues et qu'il y ait davantage de transparence et de traçabilité. J'ai vu le reportage sur Envoyé spécial de ce boucher qui vend de la viande, qui est de la viande halal, parce qu'elle a été abattue de manière halal sans qu'il ait demandé. C'était jeudi dernier sur France 2. Ça ne pourra plus être le cas grâce à ce décret que nous avons adopté, qui sera applicable à partir du 1er juillet et qui obligera tout abatteur rituel à avoir un bon de commande avant de pouvoir abattre une bête de manière rituelle. Florian Philippot, une réaction, et peut-être pour être plus précis, est-ce que vous étiez choqué par la souffrance animale ou par le rite musulman ?
Par plusieurs choses en réalité. Je vois qu'il y a quand même un embarras depuis que Marine Le Pen a levé ce lièvre, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Quand elle avait parlé des prières de rue, on avait commencé par lui dire qu'elle disait n'importe quoi, que ça n'existait pas, que c'était l'imposture. Puis peu à peu, on a vu qu'elle disait la vérité, puis on a essayé de voir ce qu'il y avait derrière. On s'est rendu compte qu'il y avait un très grave problème. Mais là, c'est la même chose. Effectivement, vous citiez l'émission Envoyé spécial, mais il y a beaucoup de rapports qui le disent aussi. Sur cette chaîne même, il y a une semaine, l'Envoyé spécial, on voyait la maison de l'élevage d'Île-de-France. C'est pas nous qui avons inventé ça. Qui disait que la totalité des abattoirs d'Île-de-France faisaient du halal. Est-ce que les gens le savent ? Est-ce que les gens le savent ? Est-ce que les gens savent ? C'est ce que dit aussi un rapport. Pardonnez-moi, juste pour la forme. Voilà, vous devez soyons très précis. Il y a 5 abattoirs en Île-de-France. Je voudrais juste rétablir au ministère de l'Agriculture. La vérité, si vous le permettez, M. Philippe. Vous venez de beaucoup parler, vous avez dit beaucoup de mensonges. Laissons juste rapidement, comme vous ne pas faire toute l'émission sur la viande halal. 5 abattoirs en Île-de-France, 4 halal, 1 qui ne l'est pas. Le dernier fait 12 000 tonnes. Les 4 premiers réunis ne font que 5 000 tonnes. Bravo l'UMP, on apprend que le porcin ne peut pas être halal. Merci beaucoup. Évidemment que le porcin n'est pas halal. Et ce sont toutes les viandes qui peuvent être halal qui le plus important. Votre argument est très faible. Ma question est très faible. Alors je vous donne un rapport 2005 qui a été remis à votre ministère, à l'initiative du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Intérieur, qui explique que même en France, 80%, je lis, en France, 80% des ovins et 20% des bovins et 20% des volailles seraient abattus selon le rite halal. Page 33 de ce rapport. Et il inscrit, il est indéniable que la proportion atteinte par les mises à mort sans pré-étourdissement, c'est-à-dire le halal, traduit un détournement de l'esprit des textes sur la protection animale. Ce qui me choque, je vais vous le dire tout de suite. Merci, voilà. Ce sont 3 choses. D'abord, c'est l'information. On peut pas faire rapport contre rapport, mais bien évidemment, ce débat est politique, on est tous d'accord. Inspection générale de l'administration, ce sont, si vous voulez, il y a 3 choses. L'information des consommateurs, d'abord. Est-ce que les gens savent que 60% de la nourriture, de la viande halal, abattue selon le rite halal, se retrouve dans des circuits qui ne sont pas consommés dans les circuits halal ? Voilà. Est-ce qu'ils le savent, ça, les gens ? Non, je ne le pense pas. Et c'est vrai que l'étiquetage que vous avez bloqué, parce que l'Union européenne essayait de mettre en place l'étiquetage, pour une fois que l'Union européenne fait quelque chose de bien, c'est le gouvernement français qui a bloqué, et ça, toutes les associations de défense des animaux le disent. Ensuite, c'est la souffrance animale. Et moi, je trouve qu'on ne parle pas de cette question, alors que certains rapports ont montré qu'il pouvait y avoir, lors d'un abattage halal sans étourdissement, 14 minutes d'agonie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 14 minutes d'agonie pour un animal. C'est absolument barbare. Et votre décret... C'est dénoncé par Brigitte Bardot depuis des années. Oui, mais pas simplement. Toutes les associations de défense des animaux le disent. Et votre décret, votre fameux décret du 28 décembre 2011, Monsieur le Ministre, je suis désolé de vous dire qu'il n'a convaincu aucune association de défense des animaux. Ni la Fondation Brigitte Bardot, ni l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui disent que c'est, et je les cite, c'est un décret vide de sens. C'est un décret vide de sens qui ne va même pas sur l'étiquetage. Il faut mettre en place évidemment l'étiquetage et qui en plus ne prévoit pas les questions essentielles qui sont les moyens. Quels moyens mettez-vous en place et quel contrôle pour l'application ? Voilà des vraies questions. Et je vais citer simplement une personne. C'est Nicolas Sarkozy qui disait le 22 décembre 2006, Fondation Brigitte Bardot, il avait écrit, je cite, « Je veux maintenant que les abattoirs halal s'engagent concrètement et rapidement dans la voie d'une généralisation de l'étourdissement préalable. » Eh bien, on connaît la suite, on n'a rien vu. Je repasserai par le ministre. Clémentine Autain. Non, mais juste, à quoi sert cette polémique ? C'est franchement insupportable. Ça sert tout simplement à stigmatiser les Arabes et les musulmans, ce qui est le fonds de commerce du Front National, pour opposer tout le monde les uns aux autres, et en particulier de faire reposer sur l'immigration et sur une religion les problèmes des Français. Non, mais je vois que l'information des consommateurs, ça ne vous intéresse pas, que la protection des animaux, ça vous intéresse pas. Écoutez-moi, vous allez voir. Nous sommes en désaccord, vous inquiétez pas. Nous représentons deux camps qui sont frontalement opposés, donc détendez-vous. Un seul. 2 camps qui sont et qui s'opposent depuis très longtemps et qui vont continuer à s'opposer, je vous assure. Donc voilà, vous voulez stigmatiser une religion, les musulmans, et faire tourner la polémique autour de cette affaire de halal. Au mensonge, s'il le faut. Mentir ne vous pose aucun problème. C'est absolument insupportable. On ne va pas faire l'émission sur le halal. Je pense qu'il faut dire très franchement qu'il est absolument insupportable qu'une religion soit aujourd'hui dans notre pays stigmatisée et que l'unité des Français se fera dans la diversité. Je n'ai même pas parlé de religion, moi. J'ai parlé de protection animale et d'information des consommateurs. D'accord. Alors, si vous voulez qu'on parle des enjeux, en effet, qui sont liés à la viande, j'aimerais qu'on parle de la traçabilité sur d'autres domaines. On sait très bien que sur le bilan carbone, c'est du délire, la consommation de viande. On sait aussi que le fait qu'on puisse avoir des poulets qui sont élevés en Afrique, qu'on mange enfant, parlons de ces questions écologiques. Entrons dans toute une série de débats. Mais je suis désolée, l'objectif de votre polémique, aujourd'hui, elle est tout simplement d'alimenter votre fonds de commerce et de faire des Arabes et des musulmans des boucs émissaires. Eh bien, vous nous aurez en face parce que ce racisme-là est insupportable et intolérable. Julien Drey, est-ce que vous étiez au courant, on va employer un terme assez neutre, de ce problème en Île-de-France ?
Bon, d'abord, je vais vous dire une chose. Moi, avant de venir, comme vous m'aviez dit qu'on allait parler de la viande halal, j'ai fait la chose suivante. J'ai été dans mon supermarché, donc j'ai terré le nom, et puis j'ai parlé avec le responsable du rayon boucherie. Je lui ai dit, je vais faire mot croisé tout à l'heure, alors je voudrais savoir, la viande ici, est-ce que c'est de la viande halal? Il m'a dit non, c'est pas de la viande halal, parce que la plupart des supermarchés d'Île-de-France ne sont pas approvisionnés par les abattoirs qui tuent la viande. 95%, voilà. pour être très précis. Voilà, vous voyez, donc moi, je ne suis pas spécialiste, je le disais tout à l'heure au ministre de l'Agriculture, ce n'est pas ma spécialité première, mais donc j'ai posé la question, donc la plupart de nos concitoyens achètent leur viande dans des supermarchés. Ces supermarchés sont approvisionnés par des abattoirs qui tuent la viande dans la France entière. Et là, ce n'est pas de la viande halal. Donc déjà, attention. Je rappelle qu'on sait aujourd'hui que ce sont 2% de la consommation de viande d'Île-de-France qui viennent de ces abattoirs-là. Non, mais juste pour donner une image. Oui. Voilà. Premier aspect des choses. Deuxièmement, je vous dis, franchement, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on stigmatise la viande halal. Alors, c'est pas la viande halal qu'on stigmatise, c'est les rites d'abattage. Mais là, vous attaquez à des rites qui sont des rites religieux. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait aussi parler, et je le dis en toute liberté, de la manière dont on abat la viande cachère aussi. Oui. Bon, alors c'est vrai que parfois, vous voyez, quand j'étais gosse, il se trouve qu'en Algérie, on m'avait raconté ces histoires-là, il y a des fois des bêtes qui ne meurent pas tout de suite. Puisque vous savez que quand on coupe le cou de la bête, le couteau n'a pas le droit de revenir. Et donc des fois, il y a effectivement des agonies qui sont longues, c'est des choses qui sont connues dans les abattoirs. D'accord, mais franchement, sérieusement, est-ce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle-là? Non. Et Clémentine a raison. Vous mettez la viande halal au centre du débat parce que vous êtes en perdition politique. Et comme vous êtes en perdition politique, et tant mieux, et j'espère d'ailleurs que ça va aller jusqu'au bout, eh bien vous essayez à nouveau de nous faire le coup de l'immigration, évidemment d'une religion qui fait peur, parce que derrière, vous avez un fantasme. Mais il y a 6 millions de nos concitoyens qui sont des musulmans. Et il va falloir qu'un jour vous appreniez à les respecter. Et il est temps que vous appreniez à les respecter. Jean-Luc Benamias, que vous inspire ça ne m'inspire pas grand-chose sur le fond. Hein. Oui. Clairement, je suis d'accord. Tout ça, c'est une polémique que vous mettez sur le dos des musulmans. Moi, ce qui m'inquiète plus dans le cas de l'agriculture, c'est une inquiétude commune que nous devons avoir. Mais d'après vous, il n'y a même pas une atteinte au principe de laïcité? Non, attendez, on va au supermarché. Mais voilà, si vous me le dites, on peut inventer dans une campagne présidentielle n'importe quelle polémique. Je ne pense pas qu'elle soit essentielle. Je m'intéresse plus aux humains, comme ici, ceux qui sont autour de cette table, la plupart. Notamment, quand vous êtes par rapport à la montée, ces pauvres bêtes, enfin, vous êtes pour la peine de mort, monsieur. Donc, votre parti est pour la peine de mort. Donc, globalement, pour le reste, pour les humains, la souffrance, c'est pas grave. Bon, l'inquiétude que j'ai par rapport à l'agriculture, c'est que nos filières continuent à exister. C'est la même agriculture que vous, monsieur le ministre. L'inquiétude que j'ai, c'est quand la Commission européenne nous dit, on va remettre pour la nourriture de nos animaux, de nos bêtes, de nos amis les vaches, des farines animales. Nous nous battons contre, ensemble. Je sais, je suis d'accord. Donc on se bat contre. Ça, c'est inquiétant par rapport aux consommateurs. Voilà, fausse polémique qui n'avance à rien et qui permet simplement de vous permettre de réapparaître de temps en temps dans la campagne électorale. Une rapide réponse, s'il vous plaît, puisqu'en gros, tout le monde vous tombe dessus, en disant que vous exploitez politiquement, et puis on va conclure avec Léon. On est habitué, parce que dès que Marine Le Pen aborde un problème qui gêne, hop, la caste se réunit et dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est pas important. Sauf qu'ils oublient de dire que Marine Le Pen, dans ses meetings, elle parle de tout. Elle parle d'emploi, elle parle de réindustrialisation. Elle chante maintenant. Il paraît qu'elle chante. Oui, parole, quand il s'agit de Sarkozy, Dalida, oui, c'est approprié, je crois. Et effectivement, quand elle a abordé ce problème-là, tout de suite, on essaie de la ramener à l'islam. Mais je vais vous citer le recteur de Paris, Dalil Boubaker, qui a dit de nombreuses fois, d'ailleurs, là, je vous cite simplement une citation, « La mosquée de Paris partage la position de son grand moufti de la mosquée de Lyon, qui vous avait précisé, il s'adresse à la Fondation Brigitte Bardot, que rien ne s'opposait à l'étourdissement préalable de l'animal, à condition que cet étourdissement ne porte pas atteinte au caractère vital de celui-ci. » Ce n'est même pas une question religieuse, vous voyez. C'est une question de protection animale, c'est une question de souffrance animale, et c'est une question d'information des consommateurs. C'est aussi d'ailleurs une question sanitaire, puisqu'il a été révélé, je vous renvoie aux études du docteur Jean-Louis Tillier, que la viande souillée par le contenu de l'estomac qui s'écoule peut provoquer plus de maladies du fait de certaines bactéries. Voilà des questions essentielles qui ont le droit aussi d'être dans le débat. Voilà, non, permettez 2 secondes. Je ne comprends pas que ça vous choque qu'on puisse parler de ça. Je ne suis pas dupe, c'est ça le sens de mon propos. Et voilà, on a exactement la manière dont fonctionne idéologiquement le Front National. D'abord, on met comme ça la question du halal sur la table. Et puis derrière, hop, il y a la question d'un virus. Et puis, à partir de là, de la maladie. Puis c'est tout ça qui est derrière. C'est-à-dire qu'il faut faire peur, il faut entretenir la peur. Et évidemment, la peur, elle est toujours portée par une partie de nos concitoyens qui sont stigmatisés. De façon définitive, et sur ce sujet, ce sera votre dernière intervention, Monsieur le Ministre, mais voilà, la traçabilité est claire pour tous les consommateurs français. À quelle date ? Quand est-ce que je sais si je mange du halal ou pas ou non? Si ça m'intéresse, je le précise. Je vais faire juste 3 commentaires sur cette polémique que je juge ignoble.
ignoble, comme beaucoup de propos que tient Marine Le Pen. Allons-y. La première chose, c'est que nous n'avons pas attendu Marine Le Pen pour traiter ce sujet. Ça fait 1 an que les services du ministère de l'Agriculture travaillent avec toutes les associations et toutes les communautés religieuses concernées à l'encadrement de l'abattage rituel en France. Elles ne sont pas Donc la convaincues. polémique ne vient maintenant que parce que Mme Le Pen a des difficultés politiques. Oui, bien sûr. La deuxième remarque, je pourrais en parler pendant 2 heures, tous les faits, tous, que présente Mme Le Pen et le Front National sont inexacts. Il n'y a pas 60% de viande halal en France, le chiffre exact c'est 14%. Enfin, troisième remarque que je tiens à faire, derrière cette polémique, il y a une conception de la République. La République, ce n'est pas l'affrontement des consciences. Ce n'est pas la guerre de tous contre tous, comme essaye de le faire Mme Le Pen, qui ira expliquer à la communauté musulmane et à la communauté juive qu'elle s'oppose à l'abattage rituel. Pour moi, la République, c'est le respect de toutes les consciences. Donc nous avons fait en sorte, en travaillant depuis 1 an, que nous respections à la fois les consciences des défenseurs des droits des animaux, en encadrant mieux l'abattage rituel en France, pour éviter les souffrances inutiles, pour qu'il y ait une vraie formation, et en même temps respecter les consciences des musulmans et des juifs de France qui souhaitent qu'on puisse préserver l'abattage rituel. À Nicolas Sarkozy qui avait promis la généralisation de l'étourdissement en décembre 2006. Il l'avait promis. Pourquoi l'a-t-il promis ? Si c'est stupide, si c'est créer la guerre entre les Français, etc. C'est lui qui l'avait dit. Le respect des consciences, M. Philippot, c'est être capable d'écouter les uns et les autres et de ne pas lancer, à 2 mois de l'élection présidentielle, une polémique que je gêne parce que vous êtes en difficulté. Ignoble. Non, excusez-moi, on ne refile pas. On ne refile pas. J'aimerais vraiment qu'on parle d'autre chose. Voilà. Et j'aimerais juste que Guillaume Roquette et les inexactitudes sont chez vous. me donne son analyse de ce qui vient de se passer pendant 48 heures sur le plan politique. Je pense que ce n'était pas une polémique purement dérisoire, sinon elle n'aurait pas eu cet écho-là, et on le voit bien avec le débat qu'il y a ce soir. Factuellement, je ne sais pas qui a raison, qui a tort, apparemment il y a des éléments des 2 côtés, mais je crois que c'est un sujet qui a pris parce que le halal, c'est une pratique sociale, en fait. Et c'est l'une des spécificités de l'islam, qu'est d'être à la fois une foi, une religion, et en même temps un ensemble de règles, de prescriptions. Et il y a des quartiers, en Seine-Saint-Denis notamment, je vous renvoie aux travaux de Gilles Kepel sur Montfermeil ou à Clichy-sous-Bois, où il dit qu'il y a une généralisation de ces pratiques. Et donc, derrière ce sujet halal, il y a une inquiétude qui n'est pas exprimée, mais qui est réelle chez un certain nombre de Français, et à mon avis pas seulement chez les militants du Front National, qui est la peur d'une forme de communautarisme avec des règles de vie et d'alimentation qui soient spécifiques. Je vous assure, vous allez voir aussi. Saint-Nicolas du Chardonnay, je ne pense pas qu'il y ait de boucherie halal ou spécifique. On ne parle pas de ça, mais vous parlez vous mélangez tout là. Je ne pense pas. Je pense que les vous permettez juste. Est-ce qu'il peut terminer son intervention ? Ça me ferait plaisir. Je voudrais juste pointer le problème. Le problème que vous pointez est le suivant. Vous dites qu'il y a une inquiétude de nos concitoyens par rapport à la généralisation d'un certain nombre de pratiques qui sont liées à des pratiques communautaires. La question est posée, peut-être, mais la manière dont on la traite après, c'est là toute la question qui est posée. Sûr. Non, la manière dont on la traite, soit on en fait une peur, une angoisse, on l'alimente, on laisse même... Parce que c'est très intéressant ce qui vient de se passer là. On laisse derrière planer un fantasme, tout ça n'est pas propre, il y a des virus, il y a des maladies, où on dit tout simplement, et c'est normal, la société française, elle a évolué, il y a une nouvelle France. Et dans cette nouvelle France, il y a des millions de concitoyens qui, et c'est normal, et c'est leur droit, et c'est respectable, parce que c'est ça aussi la République, ont le droit de consommer du halal. Oui, mais si ça devient une dictature, ce n'est pas acceptable. S'il n'y a pas la liberté de choix, ce n'est pas acceptable, évidemment, parce que la laïcité implique le choix. Il faut qu'il y ait à la fois une liberté de choix et une transparence, effectivement, que le consommateur puisse savoir ce qu'il consomme. Il y a désormais, parce qu'on a mesuré, on quitte le rayon halal. On a mesuré juste les dérives et les inquiétudes des consommateurs. Le décret que nous avons pris, une fois encore, garantit le contrôle des abattoirs et la traçabilité pour que le consommateur sache ce qu'il aura dans son assiette. Je tiens à le dire définitivement le rayon halal pour revenir à nos moutons. Ceci nous amène à l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. En point d'angle, le grand meeting hier à Marseille, vous le savez. Bruno Le Maire, finalement, que penser d'un président qui, après 5 ans à l'Élysée, se présente comme le candidat du peuple contre le système ? Je crois que faire appel au peuple est toujours une bonne chose quand on fait de la politique. Le peuple, c'est un mot qui inspire du respect. Et c'est le peuple que dans une démocratie qui décide. C'est même le principe de base de la démocratie. Donc que le président de la République fasse appel au peuple dans ce discours de Marseille que j'ai trouvé un très beau discours, fondateur de sa campagne, ça me paraît à la fois naturel et opportun. Le retour du peuple, c'est le titre de votre livre qui sort dans 2 jours. Clémentine Autain, pour le peuple, c'est une bonne nouvelle que tout le monde parle de lui ?
C'est une bonne nouvelle que tout le monde part du peuple. Enfin là, excusez-moi, il y a une part quand même de cynisme. Je pense que le peuple dont parle Nicolas Sarkozy est plutôt le peuple du Fouquet's. Et ce qu'il a fait en réalité, c'est à la fois dire au peuple « je vous aime » et dans le même temps ne pas cesser d'opposer les uns aux autres et d'apporter des propositions politiques qui ne vont faire qu'une seule chose, c'est-à-dire détériorer encore plus les conditions d'existence du plus grand nombre. C'est ça le problème, c'est qu'il faut aller d'abord le bilan de Nicolas Sarkozy, où en réalité il y a eu un creusement des inégalités sociales, et les Français le savent bien, l'ont bien vu. Nous avons 800 000 pauvres en plus en 5 ans, les salaires sont en berne, le chômage a explosé. C'est ça la réalité sociale. C'est ces inégalités qui se sont creusées, et dans le même temps, je vous ferai remarquer, Monsieur le maire, que les patrons du CAC 40 ont vu, eux, leur situation s'améliorer. En 2011, les grands patrons ont vu leur salaire augmenter de 34%. Il y a même le patron de L'Oréal qui gagne 644 fois le SMIC. Ça interdit à Nicolas Sarkozy d'employer le mot peuple dans sa campagne? Ça ne l'interdit pas de parler du mot peuple, mais quand il veut opposer les chômeurs aux salariés, les salariés aux travailleurs sans papier, il ne permet pas l'unité du peuple, et il veut faire payer l'addition des politiques néolibérales aux catégories populaires et certainement pas la finance. Donc je crois que l'unité du peuple, elle doit se faire contre le monde néolibéral dans lequel nous sommes, et donc s'en prendre très franchement au pouvoir de la finance. Et là, ce qu'il a proposé très clairement, c'est de continuer ce qu'il a fait depuis 5 ans en termes de casse sociale, de casse des protections, de diminution du service public. 150 000 postes de fonctionnaires ont été supprimés sous Nicolas Sarkozy. Ce creusement des inégalités, cette situation sociale qui s'est détériorée, il ne peut pas gommer ce bilan-là, et il propose de continuer. Il a remis en cause la retraite à 60 ans, je termine juste, il a remis en cause la retraite à 60 ans, et maintenant ce qu'il nous promet, c'est de casser les 35 heures pour en réalité atteindre la question de la durée légale du travail. Remise en cause également de la fermeture le dimanche, enfin de la possibilité de travailler le dimanche. Pareil, encore de la régression sociale. Donc nous savons que nous allons, avec Nicolas Sarkozy, dans ce qu'il propose, en réalité, ne pas permettre une amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. C'est ça le sujet. On ne peut pas simplement caresser le peuple dans le sens du poil et proposer des politiques qui tournent le dos à ses intérêts. C'est ça la question, à mon avis. Comme je pense que vous allez faire l'objet du prochain tir de fléchettes après Florent Philippot qui a eu le droit au premier. Les fléchettes, non, attendez. Je termine juste sur ça. En gros, il a commencé, pardonnez-moi monsieur le maire, le président de la République a commencé par faire des cadeaux aux riches, sa mandature, et il termine en taxant les pauvres avec la TVA sociale. C'est la ritournelle sempiternelle de la gauche contre Nicolas Sarkozy. Les cadeaux aux riches. Je voudrais juste dire que le creusement des inégalités, c'est certainement en France que le creusement est le moins terrible par rapport à tous les autres pays développés. Sur le refus qu'a eu le président de la République, ou qu'aurait eu le président de la République, de soutenir le peuple. Mais qui a revalorisé l'allocation adulte handicapé? Qui a aidé les petites retraites et a revalorisé de 25% sur 5 ans les petites retraites? C'est Nicolas Sarkozy. Qui a fait l'exonération sur les heures supplémentaires qui permettent à plus de 6 millions de salariés en France d'avoir une amélioration de leurs revenus chaque année? C'est Nicolas Sarkozy, c'est le président de la République. Quand vous dites qu'il monte les uns contre les autres, il va faire un référendum sur les chômeurs. C'est pas un référendum sur les chômeurs que propose le président de la République. Et pourquoi ne fait-il pas référendum sur le traité sur le traité qu'il est en train de signer avec Mme Merkel et que nous allons voter demain à l'Assemblée nationale? Une indemnisation du chômage pourquoi qui soit ne fait-il pas un plus référendum incitative là-dessus au retour à l'emploi? Je crois que poser au peuple des questions qui le concernent directement, comme l'indemnisation du chômage, pour qu'elle soit plus incitative au retour à l'emploi, ça me paraît à la fois du bon sens et de la justice. Donc je récuse totalement le regard que vous portez sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et je doute fort que les mesures que propose l'extrême gauche permettent au peuple de se porter mieux dans des délais rapides. Où est l'extrême gauche sur ce plateau? Je ne sais pas. Mais... Au MoDem, est-ce que ce thème de la parole rendue au peuple, ça vous intéresse? Vous trouvez ça démagogique ou vous trouvez ça normal? C'est très bien le peuple. Mais souvent le problème que vous avez, monsieur le maire, c'est que le peuple ne s'en est pas aperçu que tout s'était très bien dans le monde de Sarkozy. Pas du tout. Moi, j'aimerais bien que Sarkozy nous dise maintenant, revienne en disant travaillez plus pour gagner plus. Il va avoir du mal. Vos 6 millions là par rapport aux heures supplémentaires n'existent pas. C'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que les gens, les salariés, les ouvriers, les employés, qui à une époque, en 2007, ont cru à ces promesses. À tort ou à raison, mais ils y ont cru. Ils n'ont rien vu venir. Et c'est tout le problème de Nicolas Sarkozy. Donc moi, le peuple ne me fait pas du tout peur. Les populations, les citoyens, tout va bien. On n'invente pas des choses qu'on n'a pas fait pendant 5 ans, voire pendant 10 ans, du jour au lendemain. En disant tout d'un coup, maintenant, parole au peuple. Référendum, dans tous les sens. On ne connaît pas les questions. Un référendum sur le chômage et sur la formation, je demande quelle va être la question. Alors, si la question c'est pour ou contre le chômage,
J'ai déjà la réponse. Le peuple votera qu'il est contre le chômage. On est tous d'accord, c'est très bien. Mais tout ça, c'est d'une complexité absolue et surtout d'une démagogie totale. Je pense que ça ne marchera pas une seule seconde. Et c'est bien le problème dans cette campagne de Nicolas Sarkozy. Car lui-même sait plus très bien comment faire. Comment redonner confiance à des gens qui l'ont totalement oublié, qui sont furieux par rapport au fait, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont voté en lui, ceux qui ont voté pour lui en 2007. Eh bien, ils se disent, c'est pas possible, il ne l'a pas fait. Sur quasiment aucun sujet, aucune thématique, aucune corporation dans cette société aujourd'hui, je pense à la profession de santé, éducation, justice, police, rien ne va mieux dans ce pays, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Et donc la difficulté est là. Donc parler du peuple, quand on veut, très bien. Est-ce qu'on laisse tout le monde attaquer, je réponds à chaque fois, ou je vous proposais de faire la voiture balai. Ça me semble raisonnable. Mais je vais le faire autrement avec Julien Drey. Il me semble que Julien Drey, François Hollande, est l'un des rares candidats à ne pas avoir, on va dire, utilisé à ce point, je dis bien à ce point, le mot peuple. Il ne propose pas non plus, à ma connaissance, de référendum. Ça lui fait peur, le peuple, à François Hollande ? Écoutez, est-ce que vous connaissez un responsable politique qui va venir sur une émission de télé vous dire qu'il a peur du peuple, qu'il le représente, qu'il est inquiet par cela? Tout le monde va vous dire qu'il est à l'écoute du peuple. Mais le problème, c'est la méthode qui est choisie, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il a été dit beaucoup de choses sur le bilan, je ne vais pas y revenir parce que de toute manière, vous y échapperez pas. La question qui est choisie, c'est cette forme nouvelle qu'essaye d'installer Nicolas Sarkozy pour casser les corps intermédiaires. C'est ça qui est intéressant dans le discours. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit grosso modo, quand je n'arrive pas par la négociation sociale, quand les syndicats, et c'est normal, font leur travail, c'est-à-dire défendre les salariés, défendre leurs intérêts... Le référendum pour débloquer la société, en quelque sorte. Alors le référendum sert à faire plier les syndicats. Quand je n'arrive pas dans l'éducation nationale ou dans l'hôpital public à obtenir des concessions nécessaires pour faire plier les salariés qui sont en lutte, alors qu'est-ce que je fais ? J'en appelle, je dirais, au peuple pour faire plier tous ces corps intermédiaires. Ce qui est d'ailleurs totalement contradictoire avec ce qu'il disait en 2007. Vous nous suggérez que c'est un chantage contre les syndicats ou que c'est du populisme au sens le plus péjoratif du terme, ce qui n'est pas la même chose. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, depuis dimanche, je cherche le terme exact pour caractériser, parce que je ne veux pas être caricatural, justement, je ne veux pas dire c'est l'arrivée d'un régime berlusconien ou des choses comme ça. Je cherche le terme exact, mais c'est quelque chose de nouveau, qui veut dire grosso modo qu'il y a une sorte de... Et je dirais même d'ailleurs toute la manière dont était conçu le meeting de Marseille, la manière dont Nicolas Sarkozy se comporte en ce moment, et pour moi, me pose une question, parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle définition du rôle du président de la République, c'est qu'il a un rapport direct avec le peuple. Il est, d'un certain point de vue, d'ailleurs l'affiche est intéressante pour ça, qu'elle a été conçue, il est d'un certain point de vue totalement dépositaire de cela, il voit loin, lui, et puis nous, on ne doit rien dire. Et donc tous les corps intermédiaires qui sont dans la Constitution de la Ve République, parce que la Ve République reconnaît les syndicats, reconnaît les associations, reconnaît la réalité du dialogue social, qui est la richesse d'une démocratie, eh bien tout ça est nié. Et ça veut dire donc quoi ? Ça veut dire un régime qui, sur le fond, peut très vite avoir des aspects autoritaires. Bruno Le Maire, simplement, quand le discours sur le peuple du candidat Sarkozy se double, on va dire, d'un désaveu des élites et des corps intermédiaires, est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise avec ça ? Je rappelle qu'à ma connaissance, vous êtes normalien, agrégé, et que vous avez fait Sciences Po et l'ENA. Ça ne m'interdit pas d'être d'accord, et même tout à fait d'accord, avec ce qu'a dit le président de la République sur le recours au référendum. J'ai l'impression que vous faites écran entre le président de la République et nous ? Vous n'y croyez pas vous-même, monsieur le maire. Quel est l'objectif ? C'est arriver à faire passer un certain nombre de réformes, arriver à suivre un certain cap économique, politique, social, avec lequel, Clémentine Autain, on peut être en désaccord complet. Mais qui vise à la fois à réduire le désendettement du pays, réduire les déficits, gagner en compétitivité, être capable de prendre des parts de marché à l'exportation, d'enrichir notre pays et de retrouver le plein emploi en France. C'est ça l'objectif qu'on fixe. Quand vous entendez, moi je comprends le raisonnement de Julien Drey, parce que ça traduit aussi de la part de François Hollande une conception effectivement totalement différente de la manière de faire de la politique et d'avancer dans les réformes. Quand vous entendez un grand responsable d'un des syndicats les plus importants en France, la CGT, qui vous dit de toute façon, les réformes de Nicolas Sarkozy nous diront toujours non. Lorsque sur la réforme des retraites, la plupart des syndicats disent nous ne voulons pas négocier. Nous ne voulons pas de report de l'âge légal de départ à la retraite. Ils ne voulont pas négocier. Est-ce que vous nous demandez de négocier ? Dans ce cas-là, ils sont pas à opposés à partir la négociation, du moment c'est pas pareil. où vous savez que les corps intermédiaires ne joueront pas le jeu, qu'est-ce que vous faites ?
Vous dites, voilà, je ne crois pas dans ce que je veux faire, soit pour les retraites, soit pour la réduction des déficits, soit pour la réduction... Laissez-moi juste terminer. Donc dans ce cas-là, vous dites, les corps intermédiaires ont raison, ils ne veulent pas négocier, ils refusent catégoriquement la réforme, donc je laisse tomber. Ou vous croyez dans votre réforme et vous la soumettez au vote du peuple français. Eh bien moi, je crois effectivement à cette formule-là, sur la réforme d'indemnisation du chômage. Que vous qui êtes un germanophile célèbre, on n'a quand même pas l'impression que ça ressemble à la méthode de négociation qu'on voit à l'œuvre en Allemagne. Je suis effectivement un germanophile. Le fonctionnement des syndicats en Allemagne n'est pas le fonctionnement des syndicats en France. Il est même totalement différent. Pourquoi vous ne l'avez pas fait sur les retraites? Pourquoi vous ne l'avez pas fait sur la Poste? Et pourquoi quand vous l'avez demandé, c'est-à-dire au moment du traité constitutionnel européen en 2005, vous n'avez pas respecté la parole des Français? Vous vous moquez de nous, sur sincèrement. L'avenir, ce que nous proposons aux Français. Une fois encore, je crois que la méthode qu'a proposée Nicolas Sarkozy est la bonne, c'est de dire nous négocions avec les syndicats sur des réformes qui sont absolument essentielles, comme l'indemnisation du chômage. Vous n'avez que 10% de chômeurs qui sont formés en France, ça ne marche pas comme ça devrait. Si les syndicats ne veulent pas, s'ils vous disent a priori on refuse même la négociation, dans ce cas-là, il faut bien pouvoir sortir de l'ornière et présenter le choix aux Français. Ou alors vous dites un instant, s'il vous plaît. Là où nous ne sommes pas d'accord. Les syndicats veulent bien. Les syndicats veulent bien discuter, aucun problème. C'est que nous estimons qu'il faut des changements profonds et radicaux en France. Nous estimons que sur l'indemnisation du chômage, sur le fonctionnement de ces indemnisations, sur l'emploi, sur la formation, nous avons besoin de réformes en profondeur. Et nous disons, nous allons négocier. Mais si jamais la négociation ne marche pas, eh bien oui, nous ferons appel au peuple et le peuple décidera. Florian Philippot, voilà, un candidat qui veut redonner la parole au peuple, ça vous rappelle quelqu'un ou quelqu'une? Oui, mais je vois que déjà le PS tombe dans le panneau en rentrant dans le débat de Nicolas Sarkozy. Vous êtes un peu son idiot utile, comme d'habitude. Il doit être ravi. En matière d'idiot, regardez-vous dans la glace. C'est le concept de Lénine. Alors, il ne faut pas écouter ce que dit Nicolas Sarkozy. Il a mis des gros sabots électoralistes en 2007. Cette fois, il va chausser de plus gros souliers encore. Ça va être une campagne, à mon avis, qui sera très drôle, la campagne de Nicolas Sarkozy. Je pense que chaque meeting sera un sketch, en fait, où il va nous raconter absolument n'importe quoi pour essayer de glaner quelques voix, comme ça, à quelques semaines de l'élection. Président du peuple. Écoutez, je crois que ça a fait rire dans les chaumières. Ça a dû faire rire dans les chaumières. Moi, je vois Nicolas Sarkozy au Fouquet's. Je le vois dans Sarkoan en train de faire joujou avec son four à pizza. Je le vois s'augmenter son salaire de 172% en rentrant à l'Élysée. Je le vois avec ses copains du CAC 40, avec Laurence Parisot. Je le vois à l'EHPAD en train de tenter de nommer son fils, etc., etc. Les Français connaissent bien ça. Ça n'est absolument pas crédible, évidemment. Quant au référendum, c'est très bien le référendum. Marine Le Pen est pour depuis très longtemps et pas simplement quelques semaines avant l'élection. Nicolas Sarkozy n'a fait aucun référendum pendant son mandat. Il a théorisé son refus du référendum. Il a en 2008 fait passer la Constitution européenne que le peuple souverain avait rejetée par référendum. Il l'a fait passer par le Congrès avec la complicité du Parti socialiste et du centre. Et là, il y a quelques mois, il vient d'empêcher les Grecs de faire un référendum sur l'épouvantable cure d'austérité qu'on leur impose pour sauver l'euro à tout prix. C'est du cinéma, ça fait rire, mais évidemment, Nicolas Sarkozy, il est à bout de souffle. Il a une stratégie qui est, à mon avis, mal pensée, qui n'a aucune chance d'aboutir parce qu'on ne pourra pas prendre les Français pour des sots comme ça. Il essaie de refaire le coup de 2007, mais entre-temps, il y a eu un mandat épouvantable. C'est en effet la question qu'on peut vous poser, Bruno Le Maire. C'est il n'y a pas eu de référendum pendant 5 ans. Pourquoi ça devient, on va dire, un objet de campagne? Et alors, pourquoi ce n'était pas possible hier et pourquoi ce sera une bonne chose éventuellement demain? Qu'est-ce qui a changé? Ou est-ce que ce pays était à ce point bloqué? Voilà, il y a eu un certain nombre de référendums, on va pas revenir là-dessus, aussi sur les dom-toms. Il y a eu des référendums qui ont été faits par Nicolas Sarkozy. Ensuite, moi, j'aimerais simplement qu'on prenne conscience de la gravité dans la situation dans laquelle nous sommes. La gravité de la situation européenne, la gravité de la situation française et la nécessité de faire des choix radicaux sur le financement de notre protection sociale. Le président de la République l'a dit, nous allons alléger les charges sur le travail, financer autrement la protection sociale. Sur la formation des chômeurs, on l'a indiqué. Mais sur tout cela, il va falloir avancer et avancer vite. On négocie. Si on voit que la négociation ne porte pas de résultats et que nous n'arrivons pas à des consensus, il faudra quand même décider. Et je pense que c'est la valeur du président de la République. Vous regardez 2 secondes. Ça veut dire qu'on ne se pose à aucun moment la question de savoir si la négociation, on l'a mal engagée et si les questions qu'on a posées n'étaient pas les bonnes. Ça veut dire que vous pouvez concevoir, et c'est ça la question que je me pose, vous pouvez concevoir qu'une société marche comme ça. C'est-à-dire que une réforme, vous savez comme moi, parce que vous êtes maintenant un responsable politique expérimenté, nous savons tous qu'une réforme, pour qu'elle puisse passer, il faut qu'elle crée d'un certain point de vue un consensus et qu'on n'impose pas les réformes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il se trouve qu'en 3 ans, j'ai fait des réformes radicales de l'agriculture française. Monsieur Benamia, si vous me permettez de mettre toute modestie de côté,
Je crois que s'il y a une chose que nous avons réussi dans certains secteurs, c'est bien le redressement de l'agriculture française, qui enregistre aujourd'hui des résultats extraordinairement positifs. C'est une blague. Il y a des moments où il y a eu des blocages. Au profit d'une hyperconcentration. Où il y a eu des blocages. Eh bien, nous sommes passés au-delà de ces blocages en disant voilà, il n'y a pas de consensus. Vous n'avez pas fait de On va référendum. quand même adopter ce texte sur les contrats, sur la modernisation de l'agriculture, sur la réorganisation des filières, sur l'organisation des filières pour aller prendre des parts de marché à l'exportation. Et ça marche. 11,4 milliards d'euros d'excédent cette année pour l'agriculture française. Ce sont des chiffres qui sont de beaucoup de petites sans exploitations. précédent. Revenus, Sans précédent. Donc tout cela, ce sont de bons résultats. Je dis juste que nous avons une situation qui est extraordinairement difficile. Que les problèmes de la France, nous les connaissons. Et que c'est plus lieu de débattre pendant des heures et des heures de savoir si oui ou non le financement de notre protection sociale convient ou ne convient pas. On sait bien qu'il ne convient pas. Lorsque j'entends François Hollande nous dire qu'il n'y a pas de problème avec le coût du travail en France, s'il y a un problème avec le coût du travail en France, on le sait. Mais ça, c'est vous qui plutôt que de l'inventez, discuter ça. pendant des heures Rassurez-vous, Julien Drey, sur ce problème-là, Sarkozy ne fera pas de référendum. Rassurez-vous, il n'en fera pas. avancer vers la solution, Si ça financer vous inquiète. autrement notre protection sociale à laquelle nous sommes tous attachés Rien ne m'inquiète. et prendre les décisions qui Sarkozy s'imposent. n'en Si fera ce n'est pas. Bruno Avec Le ce qu'on va Maire, discuter. si ce n'est Bruno Le Maire, que vous n'avez pas répondu à ma question qui était pourquoi on n'en a pas fait pendant 5 ans et est-ce que poser la question du référendum aujourd'hui à venir, ça n'est pas esquiver le bilan? Bien que vous Je répondiez n'esquive là-dessus. pas le bilan. Je crois avoir été l'un des premiers responsables de la majorité Quelles qu'en soient les à qualités et dire les défauts, que hein. la majorité avait un très bon bilan, mais qu'il y avait eu des erreurs et des échecs. Cela m'a été suffisamment reproché. Donc j'assume dans le bilan tout ce qui est positif et en même temps les erreurs et les échecs. Un des points qui me paraît très important maintenant, c'est que nous puissions avancer vite dans la voie de la refondation du pacte économique et social de notre pays. Il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les changer, et il faut les changer rapidement si on ne veut pas un destin à la grecque. On le fait dans la négociation. Si nous voyons que la négociation n'aboutit pas, nous proposons des référendums. Dénigrer les corps intermédiaires qui font écran entre le pouvoir et le peuple, est-ce qu'on peut parler de populisme? Et que signifie finalement ce mot? Est-ce que c'est un mot gros ou un gros mot? On met beaucoup de choses derrière le mot populisme. Si c'est juste faire appel au peuple, à ce moment-là, c'est pas gênant. Simplement, dans l'idée de populisme, il y a l'opposition contre effectivement tous les corps organisés, c'est en ça que ça peut être extrémiste. Et opposition aussi contre les gens qui font peur, les gens de l'extérieur, etc. Je pense que s'il y a populisme chez Nicolas Sarkozy, il est dans une position qui découle d'une analyse sociologique. C'est-à-dire que le pronostic de Sarkozy, le diagnostic plutôt, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui sont dans le système. Alors il y a les patrons du CAC 40, dont vous parliez tout à l'heure avec leurs gros salaires. Il y a aussi les fonctionnaires qui ont l'emploi à vie. Il y a les cadres des grandes entreprises qui ont gagné 15 jours de RTT par an. Il y a tous ces gens qui sont protégés par le système, qui sont dedans. Et puis il y a les gens qui sont dehors et qui sont à la fois les chômeurs, les gens qui habitent dans les zones rurales, les petits agriculteurs qui voient leurs revenus baisser. Pour défendre les chômeurs, il vaut mieux leur donner du travail. Je continue. Ou les artisans. On laisse terminer son analyse, s'il vous plaît. Ou les artisans, ou les petits patrons qui travaillent 50 heures par semaine. Et ces gens-là se disent, nous sommes en dehors du système. Et toute la tactique de Nicolas Sarkozy, ça consiste à dire, regardez-moi, tout le monde dit que je suis battu. Il y a un autre qui est le candidat du système, qui est soutenu par tout le monde, y compris par les médias, c'est-à-dire François Hollande. Moi, je suis celui qui a souffert. Ça fait 5 ans qu'on me tape dessus, donc je suis comme vous. Je suis du côté de ceux qui souffrent comme vous. Et c'est pour ça que c'est moi que vous allez pouvoir réélire. Et pour être sûr que cette fois-ci, je ne vous tromperai pas, eh bien, je m'engage à vous redonner la parole derrière. Ce sont ces promesses de référendum. C'est aussi cette promesse de proportionnel qui était dimanche à Marseille. C'est une façon de dire, même vous qui n'êtes pas d'accord avec moi, notamment les électeurs du Front National, Ça avait déjà été fait vous en aurez 2007, le droit à la parole. Je sais bien que ça a déjà été fait. 29 avril 2007. Je pense simplement qu'il y a une forme de cohérence dans cette position-là. Dans parce que l'électoralisme. elle est cohérente avec la position de challenger qui est celle de Nicolas Sarkozy et aussi de cette vision d'une France en crise où tout le monde ne souffre pas de la même façon et avec la même intensité. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que le pays aujourd'hui a besoin de rassemblement. Le pays a besoin d'unité, d'apaisement par rapport à ce qui vient de se passer. Et ce que vous êtes en train de décrire, c'est exactement ce que veut Nicolas Sarkozy. Opposer encore, tout le temps et en permanence, diviser. C'est-à-dire que moi, je n'oppose pas les chômeurs aux travailleurs qui ont un emploi. Je cherche simplement à trouver du travail pour les chômeurs. Et je ne désigne pas à la vindicte populaire telle ou telle catégorie de population pour masquer mes échecs. Mais ça, c'est Voilà. En revanche, nous sommes d'accord pour dire qu'il faudra qu'à un moment, les travailleurs qui ont un emploi sachent s'ils doivent payer plus d'impôts pour venir en aide aux chômeurs. Et bien pour y arriver, ou pour leur formation. Et bien pour y arriver, c'est pour ça que L'appel au peuple contre les corps intermédiaires, pourquoi vous ne diriez-vous pas qu'ils mettent ça en place? Est-ce qu'il serait forcément un menteur? Je vous le dis rapidement. Pourquoi? Quand il a changé la loi sur les élections territoriales, conseil général, conseil régional,
Conseil régional, vous vous rappelez, il y a une dose proportionnelle, représentative, qui laisse une majorité. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il enlève la proportionnelle dans cette loi qu'il a proposée. Voilà pourquoi je ne crois pas à ce que dit M. Sarkozy. Juste un mot là-dessus. Nicolas Sarkozy propose 10% et votre candidat François Bayrou a annoncé ce soir chez nos confrères de TF1 qu'il voulait aller à 25%. Très Monsieur bien. Plus. Tout dépend comment la répartition. Je répète, c'est difficile la loi allemande, mais elle est quand même assez simple. Je répète, si c'est pour répartir ces 25% ou ces 10%, ces 15% à l'ensemble des formations politiques qui ne sont pas représentées à leur poids, à leur juste poids démocratique à l'Assemblée nationale, c'est juste. Si c'est pour répartir entre les grandes formations et les petites formations, ça ne va pas. Une dose de proportionnelle, est-ce que pour le Front National, c'est la possibilité d'avoir des députés, ça vous satisfait ? Je vais répondre à M. Rocade, pourquoi on ne doit pas le croire. Nicolas Sarkozy, discours de Bercy, 29 avril 2007. Je m'engage, si je suis élu président de la République, à réunir toutes les forces politiques de la nation et à discuter avec elles de la possibilité d'introduire un peu de proportionnel au Sénat et à l'Assemblée nationale. 29 avril 2007. C'était un engagement qu'il prenait s'il était élu. Il n'avait pas dit à quel Je crois qu'il a été élu en 2007. Mais dans son esprit, Là, je crois qu'en fait, il nous a promis que s'il était élu... Non, mais c'est vrai que c'est un fumigène. C'est totalement un fumigène. Il en envoie comme ça. Je crois qu'il nous a... Ça occupe le truc. Dans une semaine, il va raconter autre chose et puis ce sera oublié. Il ne le fera pas. Un sketch par semaine. Honnêtement, parlons de la question démocratique. Non, mais c'est fondamental. Et au Front de gauche, en tout cas, nous disons que l'urgence, ce serait, après cette élection, de mettre en œuvre un processus constituant pour fonder une 6e République. Parce que la question de la proportionnelle, c'est un bout du problème. Mais vous vous rendez compte combien nos institutions sont à bout de souffle, mais vraiment à bout de souffle, et qu'il y a aujourd'hui une défiance à l'égard du politique et un problème d'implication populaire, justement, dans l'ensemble des politiques qui sont menées. Et moi, je pense, et nous pensons au Front de gauche, très franchement, qu'il est temps de changer d'air fondamentalement, avec une dose de proportionnelle, mais aussi avec un statut de l'élu, mais aussi avec un non-cumul des mandats en nombre et dans le temps. Et ça, ce sera le moyen de garantir aussi la présence des femmes réellement, je ne parle pas de ce plateau, mais voilà, en règle générale en politique, qui est quand même un vrai problème. Et au-delà des femmes, une représentation qui ressemble à ce qu'est la France aujourd'hui, et pas simplement un microcosme fermé sur lui-même et qui ne ressemble qu'à lui-même. Et ce nouveau souffle démocratique, ce sera le seul moyen, de donner vraiment la parole au peuple, et deuxièmement, de permettre que, y compris à l'échelle européenne, on puisse être fort, donner de la voix et impulser des réformes qui ne sont pas comme le fait Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, il a un truc incroyable, il explique que le courage, c'est de gouverner contre le peuple. Et souvent, j'entends ça, c'est courageux, vous avez fait une réforme qui est contre les intérêts du peuple, vraiment bravo, c'est ça le courage en politique. Ben non, le courage en politique, c'est pas ça. C'est d'affronter le monde de la finance, c'est de permettre de changer radicalement nos institutions pour faire en sorte que le plus grand nombre ait son mot à dire. Quelle définition donnez-vous d'une réforme impopulaire ? Par exemple, une réforme comme les retraites, n'est pas une réforme forcément contre le peuple. En tout cas, elle peut avoir à s'installer dans la durée. Puis après, on dit ils ont bien fait de le faire. La réforme des retraites, des millions de gens dans la rue, c'est une réforme impopulaire à deux titres. D'abord parce qu'il y avait une majorité dans ce pays qui était contre, et deuxièmement parce qu'elle est contre les intérêts. Elle fait régresser très concrètement. Si le président de la République pense qu'elle est juste au sortir d'une élection où il est correctement élu, c'est qu'on l'a désigné pour le faire. Et oui, mais on peut penser que ça ne suffit pas. On peut penser que ça ne suffit pas et qu'il y a des moments sur des enjeux centraux. Et je le pense, par exemple, encore une fois, sur ce pacte qui va être décidé, qui n'est pas une petite histoire. Et je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le maire, quand vous disiez, mais ça n'intéresse pas les Français. Ou quand on dit c'est trop technique. Ou quand on dit c'est trop technique. Oh là, c'est très compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Vous savez, ce mécanisme européen de stabilité, c'est assez simple. Ça veut dire qu'il va falloir aller de 3% du PIB à 0,5. C'est la règle d'or constitutionnalisée. Ça veut dire que nous allons être obligés de faire une vraie saignée dans les dépenses publiques. Donc c'est pas quelque chose qui est absolument technique. Et l'aide européenne aux États sera conditionnée à cette restriction budgétaire. C'est un vrai problème politique. Mais là, politiquement, je constate que le Front de gauche et le Front national sont d'accord sur ce mécanisme européen de stabilité financière. Et je suis en désaccord total. Ce mécanisme européen, il permet de sauver la Grèce. Vous irez expliquer aux Grecs, en ne le votant pas, qu'on ne pourra pas apporter l'argent dont ils ont besoin pour continuer. Vous irez expliquer aux Grecs qu'après 8 plans de rigueur, ils sont dans la nasse dans laquelle ils sont. Vous dites que l'urgence absolue, c'est créer une 6e République. Pour moi, l'urgence absolue, c'est lutter contre le chômage, c'est créer des emplois, c'est pas de faire un Big Bang institutionnel. Parce qu'on même si je suis d'accord avec vous, Clémentine Autain, qu'il reste beaucoup à faire pour améliorer l'exemplarité politique en France. Et donc, ça sur votre question, permet de vous interroger sur la proportionnelle, parce qu'il semblerait que la réduction du nombre d'élus, par définition, et la proportionnelle soient loin de faire l'unanimité à l'UMP. J'aimerais votre sentiment à vous, à titre personnel, et je rappelle que visiblement François Fillon et Jean-François Copé sont contre.
Mon sentiment, c'est qu'il faut garder un mode de scrutin qui permet de constituer des majorités claires. Je pense que vous avez compris avec ce débat que j'aime les choses claires, les choix clairs, les caps sur lesquels les Français peuvent se prononcer le plus clairement possible. Ça peut inclure un peu de proportionnel ? Pour mettre une dose de proportionnel, pas de difficulté, mais que ça reste une dose. Parce qu'avoir un scrutin majoritaire qui permet de définir des majorités claires, c'est ce qui permet aussi à un pays d'avancer. Et M. Benamias, le système allemand est le système allemand, le système français est le système français. La France n'a pas vocation à tout reprendre des dispositifs allemands ou à simplifier uniquement... Prenez que le modèle social, c'est une catastrophe. Prenons le pire de l'Allemagne. Vous avez raison, monsieur le maire. Mais Clémentine Autain, il y a des succès en Allemagne dont la France serait fière si jamais elle obtenait les mêmes. Regardez le niveau de chômage qu'il y a aujourd'hui en Allemagne. À quel prix ? Regardez aujourd'hui la capacité de l'Allemagne à prendre des parts de marché à l'exportation. Si ce que vous voulez proposer à la France, c'est uniquement le déclin, plus de pauvreté, le repli sur soi, plus de déficit, je vous le laisse. C'est ce que vous faites. C'est le fruit de vos politiques néolibérales. Les Allemands vont s'inspirer en France parce qu'il y a en France des choses dont les Allemands pourraient et devraient s'inspirer. Notre politique familiale, par exemple, le salaire minimum, par exemple. C'est exactement ce que disait Daniel Cohn-Bendit à la place de Clémentine Autain il y a à peu près 15 jours. Comme quoi, je voudrais qu'on parle de l'axe Paris-Londres, si vous voyez à quoi je vais faire allusion, mais peut-être un dernier mot sur la proportionnelle. Vous nous dites quoi au Parti Socialiste ? Je vous dis ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il fallait introduire la possibilité d'une dose de proportionnelle pour permettre de représenter un certain nombre de formations politiques. Dans quelle proportion ? Ça, il faudra discuter. Je n'ai pas de chiffres. Il faut trouver. C'est un problème important. Ça me fait rire, mais je dois dire qu'il a raison. Dans la proportionnelle, tout est dans la dose. Tout est dans la dose. Libère-toi. La dernière fois, ça a permis à un certain nombre de députés du Front National de rentrer à l'Assemblée. Oui. Et alors, c'est pour ça que je vous dis. C'est normal, non ? Je le fais remarquer, c'est un fait, c'est factuel. Une force qui fait quand même 20% des électeurs, c'est quand même incroyable qu'on n'y soit pas du tout. Nous avons dit, et je reviens là-dessus, qu'il faudrait une dose de proportionnelle. On en discutera, c'est le Parlement qui doit en discuter, parce que c'est son rôle. Il faudra grosso modo arriver à ce que l'ensemble des formations politiques puissent être représentées au Parlement, mais il faut garder un système qui permet de faire qu'il y ait des majorités stables. C'est notre position aujourd'hui. Et par ailleurs, je crois franchement, alors là c'est un autre débat, qu'il y a effectivement des réformes institutionnelles à faire. En fait, c'est exactement la même position que Nicolas Sarkozy. Comme sur tous les sujets. Ce qui est plus exactement, si vous me permettez, c'est que nous ne sommes pas au pouvoir depuis 10 ans. Donc on ne peut pas le faire à la place de Nicolas Sarkozy. Si nous gagnons les élections présidentielles, ce que je souhaite, il y aura une dose de proportionnelle. Ce sera une des lois proposées par le gouvernement qui permettra cette représentation. L'axe Paris-Londres. Julien Drey, Nicolas Sarkozy s'en est violemment pris à François Hollande hier, lui reprochant notamment d'être Thatcher à Londres et Mitterrand à Paris. Quand faut-il croire François Hollande ? Quand il parle anglais ou quand il parle français ? Tout le temps. Je pense que... Comme toujours dans ce genre de situation, il faut lire ce qu'il a dit à Londres et la manière dont il s'est exprimé. Il l'a redit, et je pense qu'il le pense profondément. Il a dit la chose suivante, il a dit qu'il y a aujourd'hui un problème dans nos sociétés, c'est la domination de la finance qui n'est contrôlée par personne, qui a imposé ses lois, c'est ces fonds de pension qui ravagent notre tissu industriel. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui de mettre de l'ordre, de la régulation, c'est comme ça qu'on appelle les choses, pour justement faire qu'il y ait des politiques qui puissent agir, des politiques industrielles, des politiques sociales. Voilà. Sur le constat, tout le monde est d'accord. Alors, après, ça ne mange pas de pain. Après, deuxièmement, moi, je ne suis pas vous dire, il faut faire attention, les choses, en plus, les termes doivent être extrêmement précis. Oui. La finance, l'argent existe et on ne va pas faire par un référendum une négation de la réalité des choses. Ce que nous ne voulons pas, c'est l'argent qui domine le monde. Voilà. Donc nous mettons en place des politiques qui vont permettre, par exemple dans le système bancaire, de séparer les banques d'investissement des banques de dépôt pour éviter la spéculation. Nous allons mettre en place une politique industrielle qui permettra de faire, je crois, et c'est ça qui est important, de faire que l'ensemble des petites entreprises puissent être adossées à une banque de crédit qui leur permette justement de ne pas être étranglées par les agios bancaires, les découverts, les choses comme ça. Nous avons une politique industrielle qui permettra d'aider un certain nombre d'entreprises par une participation de l'État dans son capital. Voilà, je crois que les choses sont claires. Donc après, quand il va à Londres, il dit la même chose que ce qu'il dit à Paris. La gauche a gouverné pendant 5 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance. Il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a donc pas de crainte à avoir pour les marchés. Non, mais si vous voulez, je vois bien ce que vous
ce que vous voulez essayer de dire. Nous aussi, Là, on le voit bien. Non. Bon, alors là, vraiment, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Il a dit la chose suivante. Nous ne voulons pas, nous, quand on arrive au gouvernement, nous retrouver avec ce qui s'est passé, parce qu'on l'a payé cher en 1981, une sorte de spéculation contre la France, avec une sorte de mur de l'argent qui nous a paralysés et qui a amené d'ailleurs à la pause en 83. Donc il dit les choses de manière très claire. Il dit « Nous avons aujourd'hui volonté, la gauche française a volonté à remettre de l'ordre là où il n'y a que du désordre. La gauche française a volonté à mettre de la régulation là où il n'y a que de dérégulation. La gauche française a volonté à s'attaquer effectivement à une financiarisation de notre économie qui a conduit à l'explosion du chômage et la désindustrialisation de notre pays. La gauche française a volonté donc à dire effectivement que dans les rapports entre le capital et le travail doit aujourd'hui reprendre le dessus. Vous le trouvez comment en version anglaise, François Hollande, vous, Clémentine Autain? Non, ça ne me convainc pas. Ça ne va pas vous surprendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand il dit qu'il ne faut pas avoir peur, quand il s'en prend y compris aux communistes. Il n'est pas pris aux communistes, Clémentine. Il a dit la chose suivante. Il a dit la chose suivante, qui est une remarque humoristique. Il a dit il n'y a plus de communistes comme il y en a eu dans les années 50. Bon, voilà, c'est tout. Par ailleurs, le Parti communiste est une force qui je ne veux pas polémiquer. La phrase est plus que malheureuse. Quand on est membre du Parti communiste, on peut manquer un peu d'humour sur ces questions. Mais pas seulement. Surtout si vous êtes appelé à travailler avec eux demain. Voilà. Mais c'est pas. Excusez-moi, mais la question des communistes ne concerne pas que le Parti communiste français. Non, mais c'est important de le dire. Moi, j'en ai jamais été membre, j'en suis pas membre, et je suis heurtée par le fait que il puisse y avoir ça. C'est vrai qu'il y a une dichotomie, mais le plus important, c'est de savoir si François Hollande, si le Parti socialiste va s'engager très concrètement dans un affrontement. Il faut un affrontement politique avec ce monde de la finance. C'est pas les bisounours, ça va pas se faire comme ça en disant mais non, excusez-nous, ici ou là, il va falloir qu'on fasse autrement. Il faut mener une bataille politique. Et donc c'est sur ça que nous interpellons le Parti socialiste et que nous lui demandons un débat. C'est de dire quelles vont être les conditions qui vont permettre un changement du rapport entre le capital-travail et de reprendre l'angle sur nos politiques publiques sans être sans cesse rattrapés par ce que sont les normes des marchés financiers. Vous dites quand même que ça ne va pas être commode pour le deuxième tour. Non, ça ne va pas être commode. Pour l'instant, ça ne va pas être commode. Nous, on veut faire réussir la gauche. On ne veut pas que la gauche en France, ce soit Papandréou ou ce soit Zapatero. C'est ça notre objectif. On veut que la gauche réussisse. Et on pense que pour qu'elle réussisse durablement, parce que le problème, ce n'est pas simplement de gagner l'élection, c'est d'être capable, dans la durée, de changer les conditions de vie du plus grand nombre. Et la gauche a déçu. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, la gauche, elle a déçu par le passé. Il ne faut plus qu'elle déçoive. Et pour qu'elle ne déçoive pas, il faut qu'elle se donne les moyens de faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire et surtout de réussir à changer de modèle de développement et à impulser des politiques qui soient des politiques de rupture. C'est ça que nous voulons et c'est à cette condition que nous y arriverons. Et pour ça, il faut le peuple. On ne le fera pas sans le peuple. Je suis quand même un petit peu interpellé puisque je suis mis au pied du mur. Oui, mais c'était bien que vous puissiez répondre à un ensemble d'interpellations, cher Julien Drey. Merci, c'est gentil. Jean-Luc Benamias. Très bien. Que le politique reprenne le pas sur la finance et une grande partie de l'économie. Très bien. Ça ne peut se faire qu'avec de très larges majorités. Ça ne peut pas se faire dans un affrontement historique entre une droite et une gauche. Ça n'existe pas. C'est absolument impossible. Il faut une majorité qui soit d'accord pour le faire quand même, M. Benamias. Vous êtes d'accord? J'ai lu le programme du MNM. Qu'est-ce que je viens de dire? Pas de problème par rapport à cela. Vous n'y êtes pas non plus avec le Parti socialiste, pas de problème. si je peux me permettre. Nous sommes totalement d'accord par rapport à cela. Ça demande des majorités au-delà de 60%. Si on veut vraiment, au niveau français, mais ça ne suffit pas, et au niveau européen. Vous savez comment on appelle Michel Barnier au niveau européen, comme commissaire européen? On l'appelle le Tché. Regardez, le Tché, Michel Barnier. Donc regardez un peu où nous en sommes par rapport à la défense tout à fait justifiée de services publics, d'entreprises publiques, de valeurs républicaines. Donc par rapport à cela, si on ne fait pas des majorités extrêmement larges, nous n'y arriverons pas. Et la gauche, stricto sensus, ne suffira pas à arriver à cela. Et pendant qu'on en est à lister, juste là-dessus, parce qu'il y a quand même un point qui est très important, c'est qu'il y a deux choses qui crèvent les yeux. La première, c'est que Clémentine Autain et Julien Drey ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde sur cette question quand il s'agira d'affronter la droite et l'extrême droite, vous nous retrouverez rassemblés. Oui, mais Clémentine Autain, ça sert à quoi de se rassembler contre nous si vous ne savez pas ce que vous voulez faire entre vous? Et c'est bien ça le problème clé de cette élection, c'est que vous n'êtes absolument pas d'accord sur le fond. Et que donc vos alliances, elles sont de circonstances. Elles le sont sur la finance, elles le sont sur la question du nucléaire, sur la fermeture d'un certain nombre de réacteurs, où vous dites d'un côté on va fermer, de l'autre on ne ferme pas, mais c'est pas grave, on va se mettre ensemble uniquement pour battre la droite. C'est ce que dit le Front de gauche, on est pour un référendum sur le nucléaire. Jolie façon de concevoir la politique. On se met d'accord entre nous, malgré tous nos désaccords,
uniquement pour battre la droite. La deuxième chose qui frappe les yeux, c'est à quel point le discours de François Hollande est incohérent. On dit une chose ici et puis le contraire là. On vous dit d'un côté, mon ennemi c'est la finance, on se fait acclamer au Bourget sur ce sujet-là. Et puis de l'autre, on vous explique, et Julien Drey en tête, qu'on n'a pas très bien compris, que dans le fond il faut juste réguler, il faut essayer de mettre des normes ici ou là. Mais cette régulation, on a déjà commencé à la faire. La taxe financière, qui est-ce qui l'a portée ? La France, le président de la République, Nicolas Sarkozy, quasiment seul contre tous les autres pays européens. Et Jean-Luc Benamias a raison de rappeler que tout cela ne se prend qu'à l'échelle européenne et que nos partenaires européens ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Et que convaincre l'Allemagne, ce ne sera pas simple. Convaincre non seulement Mme Merkel, mais aussi le SPD. Car quand vous entendez les socialistes allemands, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que François Hollande sur tous ces sujets. Un dernier mot de Florian Philippot, et évidemment vous réagissez, Julien Drey, c'est normal. Merci. Oui, je pense que François Hollande a fait sa première très grosse bourne de campagne. Il va traîner ça comme un boulet maintenant parce qu'il a dit la vérité. Et c'est vrai qu'il faut souvent aller à l'étranger pour connaître la vérité sur nos gouvernants. En Autriche, alors là, François Hollande, je ne vous ai pas interrompu. Un débat autrichien. François Hollande, par exemple. C'est vrai, là, il a avoué qu'il était du côté de la finance. Son petit numéro électoraliste du Bourget est déjà oublié parce qu'il est pour cette Europe ultralibérale, qu'il est pour une mondialisation non régulée. Seule Marine Le Pen propose véritablement de la réguler. Alors l'UMP, a sauté sur l'occasion, mais en réalité, l'UMP est d'accord avec le François Hollande de Londres, avec le François Hollande ultralibéral. Et on voit bien là la collusion, et on voit bien là qu'en réalité, François Hollande, c'est la même chose que Nicolas Sarkozy On peut même d'ailleurs finir par les appeler Sarkoland, je crois. On n'est pas les seuls à dire ça. Je crois que M. Benamias sera d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une telle collusion qu'on ne voit plus vraiment la différence entre les deux. Ils sont tous les deux du côté de la finance, du côté d'une Europe ultralibérale qui ne protège pas. Mais je vois aussi la réaction du front de gauche. Et je me dis, puisque vous l'avez encore dit ce soir, qu'effectivement, vous allez vous allier avec François Hollande au second tour. Donc quel est l'intérêt de voter Mélenchon au premier tour ? Quel est l'intérêt de voter Mélenchon, puisqu'ensuite vous ferez la politique de Hollande, s'il est élu ? Une politique ultralibérale. Donc on voit bien qu'il y a aussi un problème pour vous. Il y a un véritable problème. Il y a visiblement quelque chose qui vous a Alors je dis qu'effectivement on apprend les choses à l'étranger. C'est comme sur Nicolas Sarkozy d'ailleurs, où il faut écouter les médias étrangers pour connaître la nullité de son bilan en matière de politique étrangère et voir l'image déplorable qu'il a hors de nos frontières. Il y a eu beaucoup de reportages faits par les médias étrangers sur l'image de Nicolas Sarkozy à l'international. Il y en a moins en France. C'est dommage. C'est vrai que maintenant, Nicolas Sarkozy il nomme les présidents de grandes chaînes de radio et de télévision. Ce n'était pas le cas avant, c'était le CSA, et nous le rétablirons ainsi. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir autant de cynisme, autant de mensonges dans cette campagne. Et heureusement, finalement, qu'il y a les médias étrangers et qu'il y a ces bourdes des candidats pour nous apprendre la vérité, pour apprendre la vérité aux Français, pour qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause. Juste quelque chose. Oui, si Julien Drey l'accepte. Oui. Moi, je suis très tolérant et démocrate. Merci. Vous êtes formidable, on n'en doutait pas. François Hollande a eu raison de dire ça à Londres, parce que qu'est-ce que ce sera le principal enjeu de la finance s'il est élu ? C'est de trouver les 140 milliards d'euros qui restera à lever sur les marchés financiers pour réussir à assumer le budget de l'État jusqu'à la fin de l'année et à payer les fonctionnaires. Donc vous ne pouvez pas, parce que vous savez très bien, parce que l'Allemagne s'y oppose, et vous le savez aussi bien que moi, et que même si François Hollande est élu, est largement élu, et ça ne sera pas pour autant qu'il fera partir Mme Merkel. Et donc on ne peut pas s'opposer aux banques quand on est surendetté. C'est vrai pour un ménage comme c'est vrai pour un État. Et pourquoi donc ? Oui, alors maintenant Julien Drey. Merci. Alors quel est le problème ? Bon, je passe sur la Si possible en version concise. Je vais essayer. Je vais essayer de satisfaire vos exigences. Vous savez que j'essaye toujours. Le problème est le suivant. L'état de la société française, tout le monde le reconnaît, est très difficile. L'état des finances publiques est très difficile. Donc il faut faire attention, parce que les premiers pas sont importants. Donc ce qu'a voulu dire François Hollande, et je crois qu'il a raison de le dire, non pas que nous soyons timorés, non pas que nous allons être prudents, c'est que, évidemment, nous allons prendre un certain nombre de décisions, que ces décisions sont évidemment un rééquilibrage de l'économie et du fonctionnement de l'économie, pointe à la ligne. Alors après, sur les rapports avec le front de gauche, avec la manière dont ça se passe, etc., ça se passe comme toujours à gauche. Il y a un premier tour. Au soir du premier tour, les formations de gauche se réunissent. Elles décident évidemment du désistement et elles écrivent un contrat. Il y aura un contrat qui prendra en considération les réalités des uns et des autres et nous serons capables après, c'est ce que j'espère, nous serons capables après de gouverner ensemble. En tous les cas, c'est notre souhait. Après, embêtant pour Mélenchon, ça. Non. Pour ceux qui veulent voter pour lui. Nous l'avons déjà fait dans l'histoire et nous le referons parce que c'est la gauche unie qui peut faire changer les choses et c'est pas la gauche divisée, tout le monde le sait. Voilà. Après, il y aura donc des équilibres politiques à trouver, mais il y a un engagement qui a été pris, je crois qu'il est très important et sur lequel j'insiste parce que je connais assez bien François Hollande, si vous me permettez, et je sais que c'est pas quelqu'un qui parle au hasard et qui parle à la légère. Et j'ai assez travaillé avec lui pour savoir que, justement, quand il s'engage comme il l'a fait là,
Et j'étais même très surpris de la manière dont il l'a fait, de manière déterminée, parce que je me disais, on prend énormément de risques maintenant. Il a dit oui, on prend des risques parce que c'est nécessaire, parce que c'est un impératif si on veut réussir. Et c'est ça qu'il veut faire. Une phrase. Oui, je fais une phrase. Nous voulons que la gauche réussisse, mais nous ne participerons pas à un gouvernement qui mettrait en œuvre une politique qui ne serait pas celle à laquelle nous croyons. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon ne sera peut-être pas ministre. Mais c'est pas le sujet. Non, mais ceux qui vont voter pour vous en ont peut-être envie. Ceux qui vont voter pour nous, il faut qu'ils le fassent. C'est bien manifester tous les soirs dans la rue. Non. Vous avez réexpliqué ce soir. Non, mais que c'était nécessaire et que vous deviez le faire. Voilà. Je crois qu'on a compris ce soir aussi que je voulais que la gauche réussisse et que nous ne sommes pas l'extrême gauche, nous voulons être au cœur de la gauche et apporter des réponses durables. Ça nous met dans une position de responsabilité. Oui, mais ça ne veut pas dire des compromis. Je veux bien, mais des compromissions. Non, nous ne participerons pas à un gouvernement qui mettrait en œuvre des politiques d'austérité. Voilà. Merci à tous de votre présence. Merci à tous de votre présence à l'émission. Rapidement, les livres qui nous ont aidés à la préparer. Jean-Luc Benamias, résolument démocrate et toujours écologiste. C'est aux éditions Yves Michel. Le retour du peuple de la classe ouvrière au précariat par Clémentine Autain. Le livre paraît chez Stock dans 48 heures. Bruno Le Maire, son dernier livre, Nourrir la planète, paru aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes par ailleurs rédactrice en chef de cette revue intitulée Regard présidentiel, tout redevient possible. C'est son titre cette semaine. Et bien entendu, Guillaume Roquette dirige le magazine Valeurs Actuelles, le choc des valeurs, les sujets qui fâchent. Sarkozy, cap à droite, à la tête du dernier numéro. Avant de nous séparer, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé notre débat, à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec ses équipes. Marine Le Pen, vous le savez, donc l'invité de France 2 jeudi dans Des paroles et des actes présenté par David Pujadas. On se retrouve nous lundi prochain pour un nouveau mot croisé. Bonne fin de soirée avec le dernier journal. Merci de votre fidélité.